Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale qui a décidé aujourd'hui de lancer son tout premier numéro de Tribune du Mardi. Tribune du Mardi qui est née des différents spéciaux que nous avons eus chaque mardi. Et bien voilà que cette émission naît pour parler des sujets les plus brûlants de l'actualité africaine. Et pour ce faire, nous avons sur notre plateau Aziz Adewale-Tchandi, bonsoir. Bonsoir Georges. Et Seyni Amar, bonsoir. Bonsoir à tous. Ok, nos deux confrères sont de la rédaction de la Belle Radio et Télévision. Tout à l'heure, nous aurons sur ce plateau des invités qui vont se joindre à nous pour parler de l'élection du Sénégal, l'élection présidentielle au Sénégal. Mais notre premier sujet, avant l'élection du Sénégal, c'est l'affaire Maurice Kamto au Cameroun. De quoi s'agit-il exactement, Aziz Adewale-Tchandi? Écoutez, pour un bref rappel, Maurice Kamto est un homme politique, un éminent juriste africain et universitaire, qui est aussi en politique, qui par le passé a travaillé avec le président Paul Biya et qui s'est présenté à la dernière élection présidentielle en qualité d'outsider, un outsider qui, de son point de vue, a remporté la présidentielle parce que Maurice Kamto se considère toujours comme le vrai vainqueur de cette élection. Il a dernièrement organisé ce qu'ils ont appelé des marches blanches, donc à travers le Cameroun et d'autres pays où se trouvent de nombreux Camerounais de la diaspora. Il s'est malheureusement passé qu'au Cameroun, ces marches blanches ne se sont pas faites sans heurts. Les partisans de Maurice Kamto soulignent que les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur eux, ce qui a été démenti par les autorités. Mais ce qui est constant, c'est qu'il y a des personnes blessées qu'on a vues. Alors, aucune enquête pour l'instant ne vient établir quelle est la cause de ces blessures. Est-ce des balles réelles ou bien des balles à blanc qui finalement ont causé d'autres dégâts? Il faut dire aussi que Maurice Kamto est jusqu'à présent dans les installations de la police judiciaire au Cameroun. Justement, et on nous apprend que 7 chefs d'accusation pèsent contre lui, 7 chefs d'accusation qui sont graves et on imagine bien qu'ils pourraient lui valoir beaucoup de problèmes s'il n'y a pas de décrispation. Alors il faut dire que c'est vous qui avez annoncé justement cette affaire sur les antennes de la Belle Radio et Télévision. Eh bien, nous allons revenir sur le sujet que vous avez proposé il y a quelques jours. Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a été interpellé ce lundi à Douala, au domicile d'Albert Nzongan, de sources proches de l'opposant. L'entourage de Maurice Kamto indique qu'il a été interpellé par la police après plusieurs heures de tension et conduit au bureau de la police judiciaire à Yaoundé. Pareil pour l'artiste musicien Valsero et l'ex-maire de Djobé Penja, Paul-Éric Kingé. Quant à Michel Ndoki et Célestin Jamen, ils ont été, à en croire la même source, extraits de l'hôpital général de Douala où ils recevaient des soins pour un commissariat. Le 26 janvier dernier, la direction du MRC a annoncé que plusieurs personnes ont été blessées par balle lors d'une marche interdite réprimée par les forces de sécurité. Cette interpellation est en rapport de l'avis de plusieurs observateurs avec la marche blanche organisée le samedi 26 janvier par sa formation politique pour dénoncer les résultats de la dernière élection présidentielle jugée par elle non conforme au vote des Camerounais. Voilà, donc le décor est planté. Vous avez tout à l'heure utilisé une expression, Aziz, marche blanche. Je me tourne vers vous maintenant. En fait, c'est l'expression consacrée. C'est comme ça que le MRC a appelé ces marches. Et c'est une série de marches qui avait été annoncée. C'est une série de marches qui a été annoncée, une série de marches qui a eu lieu. Et c'est justement à la suite de cette série de marches qui a coûté la vie, dit-on, à quelques-uns justement des partisans de Maurice Kamto qui justement qui a permis à Maurice Kamto de se retrouver entre les 4 murs aujourd'hui. Alors, avec
avec les politiciens, on a toutes sortes de vocables, d'expressions. Alors, pourquoi pas marche tout court et marche blanche? Non, mais c'est pour marquer le coup. Il faut marquer les esprits et montrer également, parce qu'en face, il peut être facile d'imputer dans certains cas aux partisans de l'opposition une quelconque responsabilité dans ce qui pourrait arriver. Et donc c'est certainement pour prévenir ce type d'idée que les partisans de l'opposition ont choisi au Cameroun, et ça peut se comprendre, de bien indiquer que cette marche-là, ces manifestations-là étaient des marches blanches, sachant, on l'imagine bien, que l'interdiction de les tenir serait maintenue. Comment est-ce qu'une marche au départ pacifique peut dégénérer? Alors aujourd'hui, ce serait difficile de répondre à cette question, mais d'ailleurs, aujourd'hui, l'opposition parle justement des infiltrés qui auraient justement fait en sorte qu'il y ait un certain désordre tout au long de cette dernière marche du 26 janvier. Mais de l'autre côté, le côté du pouvoir, on parle bien sûr du danger qu'il y avait justement à faire cette marche, d'autant plus qu'elle n'a pas été validée par le ministère de l'Intérieur. Alors, à propos justement d'autorisation, il se trouve que depuis 1996, pratiquement aucune manifestation publique n'est autorisée au niveau des partis politiques au Cameroun. Alors, surtout l'opposition a décidé, malgré justement cette situation, de marcher. Et c'est pas la toute première. Oui, mais bon, il faut juste peut-être que les autorités compétentes soient amenées à être plus tolérantes. Parce que des manifestations réprimées face à des gens qui sont peut-être déterminés, ça pourrait davantage enflammer et compliquer les choses. C'est peut-être le lieu de s'étonner qu'en Afrique, chaque fois que une opposition décide d'organiser des manifestations, eh bien, non seulement cette manifestation est interdite, mais le résultat, c'est des blessés, des morts et des casses. Mais c'est également l'occasion de rappeler que de fixer un certain nombre de points. Il y a la responsabilité des États de veiller à la sécurité des biens et des personnes. Bon, là, on a souvent coutume à le rappeler, ça relève de l'encadrement. Maintenant, tout le monde ne se met pas d'accord sur l'interprétation qui est faite de la loi. En général, dans la plupart des pays qui sont cités, ou bien des pays africains, on nous apprend les textes qui ont été adoptés, qui sont calqués, même pour les pays francophones, sur le modèle de la France notamment, indique qu'il suffit d'informer l'autorité de la tenue d'une manifestation ou d'une marche pour la tenir. Bon. Alors comment se fait-il qu'on se retrouve avec autant d'interdictions? Alors justement, le meilleur exemple, c'est celui du Burkina Faso, où on a vu le président Blaise Compaoré perdre du jour au lendemain sa chaise de président, parce que justement les Burkinabés dans leur ensemble sont descendus dans la rue. Et c'est vrai que là aussi la marche n'avait pas été validée, mais c'est une manière de dire que cette marche peut faire peur au pouvoir en place, parce que plus elle prend de l'ampleur, plus elle devient, comme on a pu le voir aussi récemment au Venezuela, une sorte de force qui peut permettre au président d'abdiquer au niveau de son poste de président, ou justement au niveau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'en fait c'est parfois un danger pour le pouvoir en place, et je pense que c'est à cause de ça que aujourd'hui de plus en plus de marches sont interdites dans le continent. Alors que normalement dans une démocratie, on devrait autoriser toutes les marches, à condition bien sûr de les encadrer. Alors l'objet de ces marches dites blanches, lancées par Maurice Kamto, c'était quoi? Mais revendiquer sa victoire à la présidentielle. À la présidentielle, on lui a attribué 14%. Oui, Maurice Kamto considère qu'il a remporté l'élection présidentielle et que les résultats qui ont été donnés ne sont pas conformes au vote des Camerounais. C'est pour cette raison qu'il a
initié ces différentes manifestations. Encore que ce n'est pas la première. Il y avait eu une tentative qui s'était soldée par des interpellations aussi. Il y avait une série d'actions qui avaient été menées au lendemain même, sinon dans la foulée de la publication, de l'attente de la publication des résultats par le Conseil constitutionnel. Alors, quelque chose qui choque quand même dans cette manifestation, c'est qu'on est tiré sur des manifestants, des balles blanches ou pas, toujours est-il qu'il y a eu des victimes. Hein. Et justement, sur cette question, aujourd'hui, il y a un flou total parce qu'on ne sait pas qui exactement a tiré. Du côté de l'opposition, on parle du pouvoir en place et c'est l'inverse au niveau justement du pouvoir. Et le malheur dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas une enquête qui a été officiellement lancée depuis lors. Et ce qui veut dire qu'on n'est pas sur le point de connaître les auteurs. Bien, on va avoir avec Alex Blériot-Moma le point au niveau des réactions, des membres de l'opposition. Comment est-ce que l'opposition a réagi face à cette affaire? Eh bien, Alex Blériot-Moma nous en dit un peu plus. Maurice Kamto, le président du MRC et plusieurs de ses camarades et alliés interpellés lundi 28 janvier suite aux marches dites blanches lancées par son parti sont toujours en garde à vue à la division de la police judiciaire de Yaoundé. Levé de bouclier dans l'opposition. Dans une autre tentative malheureuse d'exhiber sa force, nous découvrons un gouvernement trop faible pour dialoguer et incompétent pour comprendre le cri du peuple, se fait mettre Akere Mouna du mouvement Nao sur son compte Twitter. La seule chose que le régime connaît, c'est la répression, reprend en écho Emmanuel Tonga, responsable du Social Democratic Front, SDF, dans la région du centre. Le Cameroun People Party, CPP, est convaincu que cette vague répressive aura des effets amplificateurs sur la tension sociale et politique, selon Edith Kawala, sa présidente. Rappelons que le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, a évoqué l'insurrection dans sa conférence de presse relative à l'objet. Y réagissant, Cabral Libi, arrivé troisième à la présidentielle du 7 octobre, rappelle dans une longue déclaration que la compression des libertés est ce qui entraîne des dérives sociales et engendre toute forme de radicalisme et de conflits sociaux. En condamnant ces arrestations, le leader du mouvement 11 millions de citoyens condamne tout aussi fermement le saccage des ambassades du Cameroun à l'étranger. Yaoundé a élevé auprès de Berlin et de Paris de vives protestations suite au saccage de ses représentations diplomatiques dans ces deux capitales. Alors donc, c'est une affaire qui fait des vagues au Cameroun. C'est une affaire qui n'a pas encore connu son épilogue. Selon vous, comment est-ce que la suite va se développer? Là, c'est un peu compliqué d'imaginer la suite. Hein. Est-ce qu'il va être... il y a des pressions... Est-ce qu'il va être écoué? Mais écoutez, on a vu des personnalités importantes au Cameroun aller en prison et y rester pendant longtemps. Donc, je ne dis pas que ce sera forcément le cas pour Maurice Kamto, mais il peut avoir des soucis à se faire parce qu'il y a quand même 7 chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Le plus important, c'est quoi? Alors, je crois qu'il est accusé de... Il y a trouble à l'ordre public. D'incitation à la révolte. Qui est quand même le chef d'accusation qui est quand même l'un des plus lourds. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Maurice Kamto n'est pas n'importe qui. C'est quand même aujourd'hui l'homme qui, en moins de 5 ans, a quand même réussi à s'imposer au Cameroun comme le leader de l'opposition. Quand on sait qu'il y a, avant lui, il y avait quand même d'autres, et lui, il est rentré en disgrâce avec le président actuel à moins de 6-7 ans avant l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la pression internationale, parce qu'on l'a vu dans le sujet tout à l'heure, l'Union européenne, les instances internationales, tous appellent à sa libération. Je ne suis pas persuadé qu'il va durer parce que c'est une forme de publicité dont le pouvoir n'a pas besoin qui est en train d'être faite en ce moment. Et plus il va rester en prison, plus il va être dans cette situation et plus il va devenir le véritable opposant au régime de Paul Biya, ce dont plusieurs pouvoirs occidentaux sont
prêts à accepter tout simplement. Alors, est-ce que c'est une tentative de Paul Biya de casser toute velléité de contestation, d'opposition dans son pays? Mais je crois qu'il n'y a pas que Paul Biya. Mais là, on est sur cette affaire Maurice Kamto au Cameroun. Oui, mais il y a un système en place, il y a donc des intérêts communs. Il y a peut-être certainement des convergences de vues sur la démarche à adopter dans ce type de situation pour rester les seuls maîtres à bord. Donc ça ne peut pas être que l'affaire de Paul Biya. Il y a sûrement, il y a cette machine qui est là et qui a tendance malheureusement à broyer même les gens qui ont été par elle façonnés. Alors si cela peut aider à la compréhension des choses, c'est que Paul Biya, il a 85 ans et il vient de remplir pour un énième mandat. Et il faut dire qu'il a déjà passé 36 ans à la tête du Cameroun. 36 ans où, dit-on, il n'a pas fait que des heureux. Et c'est pourquoi à chaque mandat, il y a chaque fois qu'il se représente, il y a toujours une augmentation au niveau des opposants. En 2011, c'était 23. Et là encore, on a vu que l'opposition commence à rentrer. Et le plus souvent, c'est les personnes qui ont été dans son camp, à l'image de Maurice Kamto, qui a démissionné en 2011, il me semble, pour aller du côté de l'opposition parce qu'il n'était pas satisfait de la gestion, dit-il, du pays. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, forcément, le président Paul Biya aura ou pourrait avoir des opposants qui vont certainement sortir de son camp. Nous sommes en train de boucler cette partie sur l'affaire Kamto au Cameroun. Nous n'avons pas pu entrer en contact avec Alex Blériot-Moma. Dès que c'est possible, notre régie va nous faire signe. Mais nous allons continuer le cours normal de cette émission pour parler maintenant. Ah, il est en ligne, on nous dit. Alors, bonsoir Alex. Bonsoir Georges. Merci d'être. Bonsoir Georges. Voilà, merci beaucoup d'être présent sur notre plateau malgré la distance entre Libreville et le Cameroun. Cette affaire continue de faire des vagues, l'affaire Kamto. Oui, mais c'est toujours, elle continue à faire des vagues. C'est l'actualité politique du moment où on peut dire parfaitement. C'est l'actualité, l'affaire Kamto, de mettre l'actualité politique du moment dans tous les cas. Alors, à quel niveau sommes-nous aujourd'hui? Va-t-il être écroué? On a parlé de 7 chefs d'accusation. Mais il faut continuer à attendre. Tout le monde attend parce que je pense que les enquêtes sont en cours. Je pense que le professeur Kamto a été déjà auditionné 2 fois. Alors, on va voir quel va être le dénouement. Soit on va le culper, ou alors l'incriminer, soit alors on va le relâcher. Comme on sait que c'est un homme politique, alors il faut établir une infraction, je pourrais dire pénale à ce niveau de mon point de vue. C'est suite manifestation d'ordre politique, et maintenant il y a tous ces chefs d'accusation qui sont développé contre lui. Est-ce que ça va être retenu pour le garder encore longtemps? Ou est-ce qu'on va pas le libérer parce que lui, il est serein, d'après l'avocat, d'après ceux qui l'ont rencontré, il est parfaitement serein, il sait qu'il n'a rien fait, il a tout simplement demandé à manifester, il a manifesté, il assume les marches. Et quant à tout le reste du vandalisme, il n'assume rien à ce niveau puisqu'il estime qu'il n'a envoyé personne, faire quoi que ce soit de mauvais, il est contre la violence. Là, il a donné le mot d'ordre que ces marches ou alors la résistance, son plan de résistance nationale, comme il dit, est fait de manifestations pacifiques et de non-violence. Donc, on ne lui reproche pas quelques actes de violence. Quelqu'un ne lui intime pas ou bien ne lui attribue pas des actes de quelqu'un qui aurait commis de la violence. Donc, mais quand on marche, il estime qu'il va continuer à les faire, il ne se décourage pas, mais en même temps, d'abord il y avait d'autres marches qui ont été programmées, mais l'organisation a, une fois de plus, interdit les prochaines marches prévues par le MRC. Alors, est-ce qu'à travers cette affaire,
on sent de la part du pouvoir une tentative de museler l'opposition? Écoutez, je ne suis pas ni très proche du pouvoir, ni très proche du MRC en tant que tel, mais en tant qu'observateur, le pouvoir de Yaoundé estime n'a rien contre les partis politiques. Alors, mais en même temps, il estime que lorsque l'administration, par mesure de précaution ou d'ordre public, interdise une manifestation parce qu'ils estiment que ça peut donner lieu à des exactions, il ne faudrait pas aller à l'encontre de l'ordre public. Et c'est pour ça que quand on bravait cette interdiction, ils estiment que c'est braver l'autorité de l'État. Et en ce moment, vous appuyez. Mais Alex, cette interdiction date de 1996. Depuis 1996, il n'y a pas possibilité de manifester au Cameroun. Ça fait beaucoup, non? Ça fait un peu trop. Non, je ne suis pas très sûr que ce soit le cas. Il y a les gens qui manifestent, il y a les partis politiques qui demandent à manifester et qui manifestent souvent, mais la réalité est aussi que très souvent, les partis politiques d'opposition qui demandent à manifester réussissent toujours pratiquement des refus et ça fait beaucoup. J'estime que c'est beaucoup, surtout que le système est déclaratif. C'est-à-dire qu'il vous suffit d'informer le sous-préfet du territoire ou de l'arrondissement où doit se dérouler la manifestation, et sans plus, et le reste doit vraiment prendre des dispositions pour que tout se déroule dans la paix, tout se déroule normalement dans l'ordre. Alors bon, mais maintenant, ils estiment que ce n'est pas une autorisation qu'on demande, mais c'est tout simplement informer public que nous allons faire cela. Alors, mais le pouvoir public estimant que quelque part, cette démarche peut déborder, pour vous dire que pour l'instant, ou alors je ne suis pas d'accord parce que les informations que j'ai montrent que si vous marchez, ça peut donner lieu à d'autres choses. Donc là-dedans, allez donc savoir exactement de quoi les questions. Mais dire que depuis 1993, les marches sont totalement interdites au Cameroun, ce n'est pas exactement vrai. Mais la vérité, c'est que beaucoup de partis d'opposition qui demandent à manifester ne reçoivent pas. Alors, dernière question, Alex. Certains observateurs disent que si les forces de l'ordre sont si promptes à casser de l'opposant, pourquoi n'arrivent-elles pas à juguler tout ce qui se passe dans le nord-ouest et dans le sud-ouest du Cameroun? Oh, c'est pas moi, Georges, hein. Ce n'est pas moi qui... Alors, comme on a la force, on arrive justement à contenir... Je disais que ce n'est pas moi qui peux répondre à cette question. Ça dépasse de loin mes compétences. Je voudrais tout simplement dire que en réalité, je pense qu'on devrait pouvoir encadrer les marches. Voilà. Parce que quand vous marchez pacifiquement, on devrait pouvoir encadrer les marches. Si vous commencez à faire de la violence, là, les forces de l'ordre devraient pouvoir intervenir. Ok, les forces de l'ordre peuvent suivre les marches et voir s'il n'y a pas de débordement. Les gens finissent de marcher. Moi, je serai à la place des forces publiques. Si vous décidez de marcher, si vous voulez même vous faire marcher, vous voulez marcher. Si vous avez décidé de marcher pour 12 km, moi, je peux vous faire marcher sur 40 km. Vous allez vous fatiguer, vous allez partir. Ok, donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alex. Je suis obligé de vous interrompre parce que nous allons embrayer sur un autre sujet. Restez en ligne, vous aurez l'occasion d'intervenir. C'est l'élection présidentielle au Sénégal qui va avoir lieu le 24 février prochain. Et pour ce faire, tout de suite, allons-y connaître les 5 candidats qui ont été, on va le dire, sélectionnés. 5 pour un fauteuil. La course pour le fauteuil présidentiel à Dakar au Sénégal est entrée dans sa phase décisive ce dimanche 3 février. Le 24 février prochain, on saura qui de Macky Sall, candidat à sa propre succession, d'Idrissa Seck, l'ancien premier ministre de Wade, de Maître Madické Niang, doyen d'âge de candidat proche de l'ancien président Abdoulaye Wade, malgré la brouille de ces derniers temps, d'Issa Sall, député, président du Parti de l'Unité et du Rassemblement, ou d'Ousmane Sonko, le candidat des candidats, figure montante qu'on dit aux dents longues,
aura fait converger sur sa personne et autour de son programme la majorité des Sénégalais. Les hostilités ont officiellement été lancées ce dimanche, certaines à Dakar, la capitale, le cas d'Issa Sall et d'Ousmane Sonko, d'autres en Baké, dans le centre du pays, le cas de Madické Niang et du président candidat Macky Sall, ou encore à Thiès dans l'ouest pour Idrissa Seck. Cette première journée de campagne ne fut pas des plus emballées, rapportent les médias. Démarrage au diesel, pourquoi pas, quand on sait que la route est longue et fatigante. 3 semaines pour sillonner le pays, pour parler et convaincre, attaquer et contre-attaquer, chercher le chaos au besoin au premier tour, comme vise le président sortant, peu désireux d'un deuxième tour réputé dramatique pour les présidents en fonction. En tout cas, les deux sont jetés, pourvu qu'ils ne soient pas pipés, même si certains pensent que la mise à l'écart de l'ancien député maire de Dakar, Khalifa Sall, et du champion du Parti démocratique sénégalais, PDS, Karim Wade, est en soi un jeu pipé où le président Macky est en roue libre. Alors, nous avons des invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. Sur ma gauche, nous avons M. Alioune Seck. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le secrétaire général du PASTEF. Vous allez nous dire ce que c'est? Oui, le PASTEF, c'est justement le parti de M. Ousmane Sonko. Et comme vous l'avez bien dit, le candidat qui, présentement, est en train de rallier la majorité, justement, des Sénégalais. Je crois que le reportage lui-même l'a dit. Je ne sais pas si c'est... non, je sais que c'est une interprétation. Ouais. Bon, c'est une interprétation. En tout cas, je suis là pour parler au nom de Ousmane Sonko, qui est le PASTEF. Alors, c'est qui Ousmane Sonko? Ousmane Sonko, c'est un jeune qui vient d'entrer dans l'arène politique et qui promet de rompre le cou au système politique qui, depuis l'indépendance, règne dans ce pays et pratiquement compromet de façon durable le développement des Sénégalais. Donc c'est ça son programme. Exactement, qu'est-ce que vous voulez rompre? Parce que aujourd'hui, le Sénégal est présenté comme une référence en matière de démocratie. Non, je ne pense pas que le Sénégal soit aujourd'hui un modèle de démocratie. Ça, c'est de l'histoire. On a eu l'alternance qui a permis au président Wade de remplacer le président Abdou Diouf. Ensuite, après le président Abdou Diouf, nous avons le président Macky Sall. Oui, ça c'est là où vous venez de nommer ceux qui ont l'âme démocrate. Ça, ce sont les véritables démocrates qui ont permis de bâtir des institutions qui ont permis à Macky Sall aujourd'hui d'être président de la République. Mais depuis qu'il est là, c'est la roulade arrière. Il n'y a plus de démocratie au Sénégal. C'est le pouvoir absolu d'un homme qui manipule les institutions, qui désinstitutionnalise et qui caporalise tout et qui remet en osmose, je dis bien, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Bien, voilà aujourd'hui l'état de la démocratie sénégalaise, si on peut encore parler de démocratie. Nous allons donner la parole à M. Oumar Sow. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci d'être venu à nous, d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le représentant de l'APR, l'Alliance pour la République. Tout à fait. Bonsoir, chers téléspectateurs de la TV. Je pense que j'ai la voix un peu sec parce que nous sommes en période de campagne. Vous donnez de la voix en ce moment? Oui, nous sommes des hommes de terrain. Vous êtes en pleine campagne? Oui, nous sommes comme notre leader, nous sommes à l'image de notre leader parce que nous sommes des gens du terrain. Nous sommes beaucoup plus sur le terrain que sur les plateaux. Donc c'est ça que nous avons pris de notre leader. Tout d'abord, je suis là pour la grande coalition majoritaire. D'abord pour l'APR. Je suis là aussi pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Vous savez, aujourd'hui, nous avons aussi une grande majorité présidentielle qui forme le président Macky Sall. Vous savez, le président Macky Sall, il est venu au pouvoir d'abord avec son parti, avec une coalition. Cette coalition-là qui s'appelait la coalition Benno Bokk Yakaar, qu'il a gardée pendant 7 ans. C'est une coalition qui date d'une longévité aujourd'hui extraordinaire, qui a regroupé beaucoup de leaders. Et c'est cette coalition-là aujourd'hui qui s'est agrandie pour faire la grande coalition de majorité présidentielle. Ok. Alors, Monsieur Seck, tout à l'heure, le disait, et moi, d'abord, j'ai dit que le Sénégal était une référence en matière de démocratie en Afrique. Monsieur Seck avait l'air de dire non, de contredire cela en disant que depuis quelque temps, la démocratie est mise à mal. Qu'est-ce que vous appelez la démocratie? La démocratie, c'est pas l'impunité. Donc, je pense que si aujourd'hui,
je me permets d'être un opposant, de me cacher derrière le visage d'un boubou d'un opposant pour dire que je vais prendre l'argent public, je vais détourner les deniers publics, ou bien je vais faire de ce que je veux. Je pense que ce n'est pas le statut d'un opposant. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal est un pays démocrate, est un pays qui a fait des avancées historiques. Et jusqu'à nos jours, aujourd'hui, nous avons vu quand le président Macky Sall est venu. Alors, ces avancées-là seraient-elles remises en cause? Non, il n'y a rien qui est remis, parce qu'aujourd'hui, quand il est venu, il a mis en place des instituts comme l'OFNAC, comme l'a créé d'autres choses. Je pense que ce sont ces mêmes gestions-là qui marchent. Il n'a fait qu'augmenter ce qui a été là. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'image du Sénégal est bien vue dans le monde. Le Sénégal est un pays démocrate. La preuve en est que nous sommes là pour des élections crédibles et transparentes. Bien. Alors, Aziz, vous connaissez bien le Sénégal. Amar également, vous connaissez le microcosme politique sénégalais. Aujourd'hui, quel est l'enjeu de cette élection présidentielle du 24 février 2019? Écoutez, le premier enjeu pour le président sortant Macky Sall, c'est un second mandat, pour certainement aller au bout de ses projets. Et l'enjeu en face pour l'opposition, c'est bien entendu, quel que soit le candidat de l'opposition, c'est de faire mentir cette ambition en contraignant dans un premier temps le président sortant à un second tour. Ce sont des positions légitimes que l'on peut comprendre. On est dans une posture où le président sortant tente de rempiler, et dans une autre posture qui est adoptée par ses adversaires, qui est celle d'essayer de le contraindre à un second tour, sinon de l'emporter au premier. Alors, Amar, est-ce que quelque part le Sénégal n'a pas besoin de rester cette référence en matière de démocratie en Afrique? Parce qu'on sait comment les élections se déroulent dans certains pays. C'est des élections qui sont toujours suivies de victimes. Et là, cette élection a provoqué quelque peu des crispations et on craint un peu qu'il y ait des dérapages, mais souhaitons que les choses se passent bien. Comparativement à la dernière élection présidentielle, celle de 2012, on peut quand même reconnaître que cette élection de 2019 est quand même au niveau de la tension un peu moins élevé, à un niveau de tension moins élevé, parce que en 2012, il s'agissait pour les Sénégalais de faire un choix entre la continuité avec le président Abdoulaye Wade, dont certains, dit-on, ne voulaient plus, et donc les élections avaient commencé avant même que ce ne soit officiellement lancé. Ce qui fait qu'il y avait des tensions, il y avait des propos qui forcément ne révélaient pas l'aspect de la teranga sénégalaise. Cette année, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que 2012, on avait 14 candidats. 2007, on avait 15 candidats. Or là, on a 5 candidats. Justement, 5 candidats. Monsieur Seck peut nous dire s'il est satisfait du mode de sélection, parce qu'il y a une sorte de sélection des candidats. Oui, ce mode de sélection, je crois que... Avec le fameux parrainage. Voilà, avec le fameux parrainage qui en réalité est juste un subterfuge. Disons une stratégie politique, une basse manœuvre en réalité pour écarter des adversaires. Mais votre candidat a pu passer les mailles? Oui, mon candidat ne pouvait pas ne pas être passé parce que il serait absurde. Macky Sall, quelles que soient les manipulations et quels que soient les degrés, je dis bien, de déstabilisation des institutions, ne pouvait pas prendre le risque de disqualifier Ousmane Sonko. C'est pas possible. Parce que quand même le Sénégal, c'est vrai, on le dit, c'est un pays de teranga, un pays de paix, mais il y a des limites infranchissables. Donc Ousmane Sonko, c'était un Rubicon, me semble-t-il, et si Macky Sall était César, ce jour-là, il n'oserait pas le franchir. Pourtant, de gros poissons comme Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, ou Karim Wade ont été disqualifiés. Dans le contexte de l'élection 2019, tout à l'heure, mon frère, il a parlé tout à l'heure qu'il était à Dakar pour les élections 2012. Le contexte n'est pas le même. Vous savez, en 2012, il faut que les gens se rafraîchissent un peu les mémoires. En 2012, 2011, c'était les Sénégalais parce qu'ils étaient descendus dans la rue. Il y avait un contexte aujourd'hui d'un ticket présidentiel que le président Wade voulait faire. Il y avait le contexte des coupures d'électricité. Il y avait le contexte des pénuries d'eau. Il y avait les pénuries, il y avait l'inondation.
Il y avait des contextes de l'augmentation du riz, des denrées. Il y avait le manque de gasoil. Il y avait tout ce contexte-là réunis. Les Sénégalais sont descendus dans la rue. C'est pour ça qu'il y avait la tension en 2012. Mais 2019, aujourd'hui, les Sénégalais sont là pour observer, parce qu'ils sont contents de ce qui se passe. Le contexte social n'est pas le même de 2012. Pour dire aussi, pour revenir un peu, le parrainage, le système de parrainage, c'est pas en sélection. C'est nous les Sénégalais qui avons besoin de ça. Nous nous rappelons des élections législatives passées de 2017, si je ne me trompe pas. Il y a eu 47 listes. Vous imaginez 47 listes dans un pays d'un état de droit. 47 listes. Le citoyen lambda, s'il prend le temps de juger 47 listes, vous savez combien de temps on va faire pour voter. Deuxièmement, vous savez combien de milliards. Combien de milliards on gaspille pour d'autres vont avoir 0,08%. D'autres n'auront même pas 0,02%. D'autres vont passer plus forest comme le cas de ce phénomène Mais vous êtes d'accord avec nous que la démocratie, ça a Non, la démocratie, le critère de sélection a été fait. Parce que vous savez, nous avons quelle opposition? Nous avons une opposition. Quand ça les arrange, c'est bon. Quand ça les arrange pas, c'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, il vient de parler du parrainage. Mais il va à l'élection dans cette bannière de parrainage. Donc lui, déjà, il dénonce le système de parrainage. Et il dit que le parrainage n'est pas bon. Les critères de sélection. Alors lui, il accepte d'aller sur des élections où lui, il est passé par le parrainage. Est-ce qu'il est mieux que les autres candidats qu'on a recalés? Vous voyez un peu, on a une opposition qui est contradictoire, une opposition qui ne sait pas réellement ce qu'ils nous disent aujourd'hui. Parce que son candidat nous parle aujourd'hui qu'il incarne le changement, qu'il incarne une nouvelle génération, qu'il incarne la rupture. Mais qu'est-ce qu'il appelle la rupture? Est-ce qu'il peut incarner la rupture aujourd'hui? Il est entouré des alliés comme Pierre Goudiaby Atepa, que nous tous nous savons aujourd'hui au niveau de l'Afrique centrale. Nous savons ce qu'il a fait en Guinée équatoriale. Est-ce que Pierre Goudiaby Atepa, qui est là depuis 1960, est-ce que quand on parle de Pierre Goudiaby, on parle de rupture? Est-ce qu'on parle des autres qui sont dans sa coalition, des hommes politiques? Et lui, il est allé vouloir signer des coalitions avec des hommes politiques qui sont là. Et il parle de rupture. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un Sénégal où tous les Sénégalais savent ce qui se passe, où tous les Sénégalais comprennent ce que Macky Sall est en train de faire. Donc je pense que le parrainage est bon, et le parrainage a été bon, puisque aujourd'hui nous nous retrouvons avec 5 candidats. Donc je pense que le critère de sélection par ce parrainage est bon pour nous aider aujourd'hui à diminuer le nombre de candidats et pour nous aider à faire plus d'économies. Merci beaucoup, M. Sow. Aziz, il faut dire que bon, le mode de sélection est maintenant derrière. Les 5 sélectionnés sont là. La course a commencé. Est-ce qu'elle a bien commencé? Elle a bien démarré? Mais la course a commencé et elle a été bien lancée parce que chaque camp essaie de s'affirmer. Dans la revue de presse qui a été faite hier et avant-hier, on a vu les différentes unes qui ont été consacrées au lancement de la campagne pour la présidentielle au Sénégal. Évidemment, qu'on est dans un contexte où le lexique est également choisi. On a des mots pour attaquer les adversaires, de part et d'autre. Il y a un combat justement qui s'annonce rude sur le plan du champ lexical, sur la forme et le fond. Maintenant, il a été également relevé qu'il y a eu des violences qui auraient été attribuées au camp de la majorité. On parle des marrons du feu à Saint-Louis qui auraient été agressés donc par des partisans de la majorité. Ça reste à prouver parce qu'il faudrait dans ces cas-là qu'il y ait une enquête indépendante pour établir les responsabilités et savoir qui est derrière quoi. Mais c'est une campagne électorale et une campagne pour la présidentielle. C'est la plus importante élection dans un pays et il est quasi normal que les tensions soient exacerbées, même si on ne doit pas dépasser justement les limites qui sont autorisées. Voilà, donc depuis le 3 février, cette campagne a été lancée et la Belle Radio et Télévision, bien entendu, vous a fait part en faisant le point justement sur ce lancement. La campagne électorale pour l'élection du président de la République au Sénégal a été ouverte ce dimanche à minuit. Un début de campagne marqué par l'appel des chefs religieux, imams et chefs coutumiers, mais aussi de certains acteurs politiques pour des élections apaisées. Les candidats Macky Sall
Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madi Kenyan et El Hadj Issa Sall vont pendant 20 jours essayer de convaincre les Sénégalais de la pertinence de leur projet de société. Il faut souligner que les formations politiques historiques que sont le Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade, le Parti socialiste d'Ousmane Tanor Dieng et l'AFP de Moustapha Niasse n'y prennent pas part. À noter que l'AFP et le PS ont apporté leur soutien à Macky Sall, le président sortant. On va essayer d'entrer en ligne encore une fois avec Alex Blériot-Moma qui est au Cameroun et qui va nous dire comment du Cameroun il a perçu, il a ressenti cette première journée, en tout cas ces premières journées de campagne présidentielle au Sénégal. Bonsoir, rebonsoir Alex. Une fois de plus, bonsoir Georges et rebonsoir à tous les panélistes, aux invités sénégalais sur le plateau. Écoutez, comme toute campagne électorale pour un rendez-vous aussi important que la présidentielle, je pense que les choses sont définitivement parties depuis dimanche et maintenant chacun va vouloir et devoir être. Il faudrait voir tout simplement ce que ça va donner sur les 3 semaines. Il faut dire que, contrairement à ce que l'on pense, il y a un nombre de candidats. Alors, on va demander à notre régie d'interrompre la communication parce qu'elle est très mauvaise en ce moment. Alex, on vous reprend tout à l'heure quand les choses vont être bien meilleures. Je reviens à vous, Monsieur Sow. La campagne a été lancée. Comment est-ce qu'elle a été au niveau de l'APR? Et puis, comme vous êtes ici à Libreville, qu'est-ce que vous avez fait? Au niveau je ne parle pas de l'APR parce qu'aujourd'hui on parle d'une grande coalition majoritaire présidentielle. Parce qu'aujourd'hui nous sommes au-delà de Benno, nous étions en Benno Bokk Yakaar. Nous nous sommes ouverts à d'autres alliances, d'autres mouvements de soutien, d'autres partis qui nous sont venus nous rejoindre. Donc nous sommes dans la grande coalition majoritaire présidentielle. Aujourd'hui nous avons un programme que notre leader a mis sur place qui s'appelle Liggéeyal Ëllëg. Liggéeyal Ëllëg c'est en wolof, mais ça veut dire travailler pour demain. Vous savez, notre président de la République, c'est un homme qui a des visions, c'est un homme qui parle de l'horizon 2035. Parce qu'aujourd'hui, il y aura la continuité, parce que vous savez, c'est le plan Sénégal émergent, dont la première phase est achevée. Le Sénégal émergent, c'est un plan qui vise en 2035. Donc c'est un homme qui a de l'avenir, c'est un homme qui a de l'ambition. Donc c'est pas lui, il ne travaille pas pour lui, mais il travaille pour des générations futures. Et dans cette campagne, le président Macky Sall a dit que de toutes les façons, lui, son argument béton, son argument le plus important, c'est son bilan. Mais quand il parlait de ce combat, c'est mon combat, c'est un bilan. Le président, il a fait un bilan. Parce que nous allons faire le rétroactif de ce que nous avons trouvé. Nous sommes venus en 2012 au pouvoir. Nous avons trouvé un taux de croissance de 1,7% en 2011. Nous sommes à 7,2% actuellement en 2019. Qui dit mieux? Nous avons trouvé aujourd'hui 950 heures de coupure. Aujourd'hui, nous sommes à 24 heures de coupure annuelle, je vous parle. Au niveau de l'électricité? De l'électricité, je vous parle. Nous avons trouvé aujourd'hui l'importation en riz. L'importation en riz a baissé. Nous allons à l'autosuffisance alimentaire. Nous avons trouvé l'inflammation des denrées alimentaires. Aujourd'hui, il y a eu des baisses de denrées alimentaires. Nous avons trouvé 33 km d'autoroute. Nous avons fait 187 km. 33 km d'autoroute en 12 ans. Nous avons fait 187 en 7 ans. Qui dit mieux? Nous avons trouvé aujourd'hui l'inondation. Aujourd'hui, vous n'entendez pas les Sénégalais parler de l'inondation. Donc, vous voyez tout cet aspect-là, tout ce bilan réuni aujourd'hui, parce que je pense que nous aurons un autre débat, ou bien un autre temps pour vous dire quel est le bilan de notre président. Donc, ça veut dire que quand il dit ça, il a ses raisons de le dire. Nous, aujourd'hui, je reviens sur le Gabon, je reviens sur la diaspora. Nous sommes très bien organisés comme au-delà du Sénégal. Nous sommes là en tant que des compagnons. Parce qu'aujourd'hui, le bilan du président, la diaspora en fait partie. Parce que le président nous avait promis en 2011, quand je serai au pouvoir, je ferai la diaspora en 15e région. Parce que le Sénégal a 14 régions. La diaspora est une 15e région. La diaspora a ses députés qui décident à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous sommes par exemple de la diaspora, mais moi je suis un conseiller du président. Ça veut dire que nous faisons partie des gens qui prennent des décisions au niveau du Sénégal. Bien, donc nous sommes plus qu'associés aujourd'hui. Nous aurons l'occasion de revenir. C'est juste pour vous dire que le président de la République considère la diaspora comme une 15e région. C'est pour cela nous aussi ici, nous sommes très bien encadrés, nous sommes bien formés aujourd'hui et nous avons une coalition aujourd'hui et nous avons démarré la campagne avec un caravane. Merci bien, M. Sow. M. Seck,
Monsieur Sow a répété cela plusieurs fois. Qui dit mieux face au bilan du président Macky Sall? Qui dit mieux, oui. Je crois que M. Sow s'est livré à une longue récitation. Certainement, c'est une chose qu'il a dû parcouriser avant de venir sur le plateau. Je suis très désolé que vous dites que Macky Sall a un bilan. Mais avant ça, je vais d'abord rebondir sur le cas de Khalifa Sall, excusez-moi s'il vous plaît, et de Karim Wade. Pour la première fois, nous avons assisté au Sénégal à ce qu'on appelle la judiciarisation de la politique et la politisation de la justice. Macky Sall a mis sans dessus-dessous, vous voyez, la justice sénégalaise, juste pour exécuter, en fait, par la chaîne judiciaire, 2 candidats dont la masse électorale, forcément, l'amener, si vous voulez, sur la touche. Ça, c'est absurde et c'est triste, et c'est ça le Sénégal. Alors, donc ne dites pas, M. Sow, que le Sénégal est un pays tranquille où les gens sont contents, comme vous dites, ils vont au travail, c'est pas vrai. C'est donc pour cela que M. Sonko est candidat. M. Sonko est candidat parce que c'est le candidat de la justice. Satisfait. Parce que c'est le patriote, c'est le candidat de l'éthique, contrairement à Macky Sall, justement, qui a un bilan immatériel. Nous ne le jugerons pas sur la base de ce qu'il a réalisé. Non, non, M. Sow, vous restez tranquille, je vais parler. Non, votre président, il n'est plus le mien, parce que même si la Constitution lui donne le droit, je crois, de faire la passation, parce que dans tous les cas, il sera battu, c'est clair. Mais pour le moment, il est un simple candidat. Et je dis que votre candidat s'est signalé par ce qu'on appelle le reniement. C'est un candidat qui, sur le plan moral, a perverti les valeurs de la justice, les valeurs de la dignité, de l'honnêteté. Macky Sall avait promis qu'il ferait 5 ans. Dès qu'il arrive le lendemain, eh bien, il revient sur ça, il manipule la justice et il est là pour avoir fait 7 ans. Macky Sall avait dit, jamais je ne nommerai mon petit frère. Il a nommé son petit frère de même père et même mère, à qui il a donné la caisse de consignation. Alors qu'on avait reproché à Wade d'avoir nommé son fils. Macky Sall a fait de ses frères, de ses oncles, des mères. Il en a fait des ministres, de ses beaux-frères. Donc il a promu la fratrie et la beau-frérie. Voilà. Non, 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 vous me laissez d'abord faire le bilan. Je fais le bilan immatériel. Macky Sall avait dit qu'il va nommer 25 ministres. On ne va pas vous laisser aussi raconter des choses qui n'existent pas. Non, non, je vous en prie. Non, on ne va pas vous laisser aussi parce que... On ne va pas vous laisser aussi civilisé. Voilà, ok. Non, on sera civilisé, mais on ne va pas vous laisser aussi raconter des choses à aux téléspectateurs aussi. Parce qu'il faut que vous soyez aussi raconter des choses qui existent. Parce qu'on nous suit aussi. Ok, allez-y. On n'a pas beaucoup de temps en plus. Il n'a pas nommé à lui seul son petit frère, même père et même mère. Il n'a pas nommé à la caisse de consignation des dépôts. Il y a un article de la Constitution qui l'interdit. Ça va, c'est bon. Non, non, c'est bon. Je continue. Non, non, juste. Allez-y, je demande s'il y a un article de la Constitution qui l'interdit. S'il y a une loi qui l'interdit. Non, non, Aziz. Non, je vous en prie. Je vous en prie, il reste 2 choses importantes. Allez-y, non, laissez-le continuer parce que je Macky Sall, le président Macky Sall, s'il vous plaît. Le président Macky Sall, je vous le conseille, tout à fait, voilà, n'est-ce pas? S'il vous plaît, M. Sow, laissez M. Seck terminer. Voilà, le président Macky Sall avait dit justement que lui, il avait épinglé 25 dignitaires de l'ancien régime d'Abdoulaye Wade. Il en a pris un seul, Karim Wade. Les autres, il les a contraints à le rejoindre et ils ont l'immunité judiciaire aujourd'hui. Quel est ce président-là qui, moralement, je dis, a fait encore faire des bons en arrière au Sénégal? Alors, cela dit maintenant... La transhumance, il a récupéré, n'est-ce pas, tous ses anciens adversaires, sous peine de les enfermer, il les a récupérés, aujourd'hui ils sont avec lui. Monsieur Seck, c'est triste quand même. Après les récriminations... Quel est le bilan dont vous allez vous prévaloir, monsieur? Monsieur Seck, après les récriminations, quelles sont maintenant les propositions du candidat Sonko? Les propositions du candidat Sonko, je crois que Sonko a écrit un livre qui s'appelle Solution. Il a écrit un livre tout entier où il a promis justement, en fait, de reposer son programme sur ce qu'il appelle la souveraineté économique. Et cette souveraineté économique doit passer par une triptyque. D'abord la production, ensuite la transformation et puis la commercialisation. Donc, cette commercialisation et cette transformation, si vous voulez, de l'agriculture et de l'élevage, doit aussi permettre d'asseoir ce qu'il appelle l'industrialisation. Donc, M. Ousmane Sonko repose son programme pour développer le Sénégal essentiellement sur l'industrialisation. Et cette industrialisation va être financée par, si vous voulez, l'agriculture qui va être reboostée, dont les filières vont alimenter, si vous voulez, en fait, l'industrie sénégalaise. M. Ousmane Sonko a promis de renégocier les contrats pétroliers, gaziers et miniers que Macky Sall a bradés, qu'il a donnés aux sociétés françaises, marocaines, turques. C'est pourquoi quand vous dites qu'aujourd'hui vous avez une croissance de 7,6%, je suis très désolé. Cette croissance, elle est extravertie. Cette croissance, elle prend les chemins, n'est-ce pas,
des banques pour aller au Maroc, pour aller en France, pour aller en Turquie. Merci, les Sénégalais souffrent, ils tirent déjà par la queue. Je suis désolé, monsieur Sow. Merci, monsieur Seck. Nous sommes en ligne à nouveau avec Alex Blériot-Moma. Alex, le débat est chaud. Il est chaud sur notre plateau. Cela veut dire qu'il est également bien chaud au Sénégal. Quelles sont vos impressions déjà? Oui, il faut admettre. C'est tout à fait normal. En ce moment, les débats ne peuvent être que très animés. Je trouve ça normal, vu qu'on reste dans le régulier, qu'on reste dans la dynamique de politesse, mais c'est tout à fait normal de voir très chaud. Alors, ce que je voudrais remarquer tout simplement, c'est que, de mon point de vue, véritablement, la campagne 2019 présidentielle au Sénégal, 2019, pour moi, son originalité qui fait en sorte que les grands partis, les partis pionniers, je pourrais dire, le Parti socialiste et le PDS, qui ne participent pas à la campagne au scrutin de cette année, ça me semble un championnat qui manque quelque part de saveur sans ces deux grands partis. Bon, mais cela dit, ceux qui sont en course en ce moment ne manquent pas d'envergure non plus, que ce soit l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, que ce soit le jeune Sonko qui monte. Je pense qu'ils vont donner du sel à cette campagne et faire des propositions de manière à ce que... Ok. Alors Alex, on va vous retrouver pour la fin de cette émission. On va vous retrouver pour la fin de cette émission, Alex. Restez en ligne. Je reviens à vous, Aziz. Il faut dire que, je crois, demain ou après-demain, le président Abdoulaye Wade a décidé de revenir au Sénégal pour prendre part à cette campagne et pour donner des mots d'ordre. Alors, que représente le président Abdoulaye Wade après les différents exercices qu'il a eus et pendant cette élection? Écoutez, le président Abdoulaye Wade, même s'il n'est plus au pouvoir, a certainement encore un succès d'estime. C'est vrai aussi que lorsqu'on a plus justement la même posture au sein de son parti, parce qu'il faut quand même souligner également que le PDS s'est disloqué un peu plus depuis quelque temps, le président Wade justement va arriver. Pour l'instant, on ne sait pas quelle va être sa posture. Est-ce qu'il donnera une consigne en faveur de tel ou tel candidat de l'opposition? Ce sera en tout cas en faveur de l'opposition. Voilà, on serait bien tenté de savoir quelle sera sa consigne. Et peut-être qu'il faudrait attendre avant justement de se prononcer pour savoir quel type de consigne il donnerait et quel sera le discours qu'il tiendra en faveur de tel ou tel candidat. Karim Wade a été éliminé. Il y a un candidat qui est issu de ses rangs, mais qui n'a pas son onction. Le candidat Madické Niang est issu de ses rangs, mais n'a pas son onction. Il ne faut pas oublier qu'il y a Idrissa Seck, qui a toujours été par le passé présenté au même titre que le président Macky Sall d'ailleurs, comme un fils putatif du président Wade. On ne sait pas quelles sont les discussions qui sont menées entre les différents camps, mais il y a quand même beaucoup de suspense. À ce niveau-là, le suspense est garanti. Le suspense quant à au fait de savoir pour qui l'ancien président Abdoulaye Wade roulera. Alors, avec Amar, on va parler de possibilités peut-être de coalition au niveau de l'opposition. Est-ce que c'est des choses à envisager? En politique, bien chacun est vraiment dans sa cloison. Tout est envisageable, même s'il faut reconnaître que les coalitions en général, c'est plutôt au niveau du second tour où c'est plutôt réel. Mais le premier tour, en général, personne ne veut sacrifier sa place parce que tout le monde estime que par rapport à un coup de poker, il peut se retrouver au second tour. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut penser que les relations que le candidat Ousmane Sonko a avec, par exemple, le PDS, on sait qu'il a rencontré il y a quelques
temps le président Abdoulaye Wade peut amener le président Wade à peut-être donner son onction au candidat Sonko. Et Madické Niang et Abdoulaye Wade, est-ce qu'ils peuvent se réconcilier pour aller ensemble combattre contre le président candidat Macky Sall? Là encore, c'est une autre question. Tout reste possible tant qu'on est encore dans cette phase du 24 février 2019. Monsieur Oumar Sow, est-ce que vous espérez voir le candidat Macky Sall l'emporter au premier tour? On va aller très vite parce qu'il nous reste juste 3 minutes. Mais ça, c'est évidemment. Ça, aujourd'hui, évidemment, parce qu'il parle de son programme de l'agriculture. Nous avons trouvé aujourd'hui, en 2012, nous avons trouvé 527 tonnes. Allons-y à voilà. Donc, je parle aujourd'hui, nous sommes à 1 400 000 tonnes d'arachide par an. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous, leur programme, nous sommes dans la réalité, nous ne sommes pas dans la fiction. Il parle de justice, parce qu'il faut aussi souvent qu'on ait le temps. Mais aujourd'hui, nous, Abdoulaye Wade, le président Wade, nous le respectons très bien. Il a été là pendant les législatives. Je pense que c'est le président Macky Sall qui l'a enlevé au pouvoir en 2012. Et c'est tout récent. Et depuis 2012 à nos jours, Maître Wade, le président Wade, ne fait que régresser sur le plan politique. Donc je ne pense pas que c'est en 2019, avec toutes ces réalisations que le président, avec ce bilan élevé, qu'il va nous... Non, pas peur. C'est un Sénégalais comme tout autre. Le président Wade peut revenir chez lui, il est le bienvenu. Mais le président Wade passe, le président Macky Sall va passer dès le premier tour. Ma question a été posée. Est-ce que vous pensez gagner au premier tour? C'est pas que nous pensons, nous allons gagner dès le premier tour parce que nous avons fait aujourd'hui quelque chose pour les Sénégalais. Ok, merci beaucoup Monsieur Seck. Est-ce qu'il y a des possibilités d'alliance au niveau de l'opposition et est-ce que vous espérez un deuxième tour? Un deuxième tour, il est absolu et nous pensons qu'il se fera sans Macky Sall. Le deuxième tour? Oui. Macky Sall, si les jeux sont clairs, je pense qu'il sait lui-même du plus fort de sa conscience que les Sénégalais l'ont déjà vomi, ça c'est clair. Monsieur Sow, il ne s'agit pas de beaucoup parler pour dire la vérité. Vous savez fortement. Donc quand vous dites un président sortant, je vous en prie. Non, faut pas. Un président sortant n'ira pas au deuxième tour. Même si vous voulez divaguer, soyez vous voulez aller traverser dans tous les sens. Non, il faut que je parle. Donc je pense que s'il veut traverser dans tous les sens. Donc je pense qu'il faut être honnête. Non, je vous en prie. Il faut avoir l'honnêteté. S'il vous plaît, je vais permettre à Alex, qui est au Cameroun, de nous donner son mot de fin. Alex, votre dernier mot? Tout simplement que tous les opposants au président Macky Sall aujourd'hui pourraient parfaitement se mettre ensemble, c'est possible, pour essayer de battre Macky Sall s'ils veulent véritablement. Je pense que s'ils veulent battre Macky Sall, ils sont obligés de faire de coalition après. Mais sinon, le président Macky Sall risque de passer même au second tour s'il ne se réalise pas, ou alors si lui-même ne converge pas sur lui d'un de ses anciens rivaux. Voilà, merci beaucoup Alex et bonne soirée là-bas au Cameroun. Nous aurons l'occasion de vous retrouver sur plusieurs autres plateaux. Merci beaucoup Monsieur Seck. Vous êtes dans l'opposition, vous représentez le candidat Ousmane Sonko. Et nous vous souhaitons beaucoup de chance, beaucoup de courage. Merci beaucoup aussi à vous, Monsieur Oumar Sow. Vous êtes de la majorité présidentielle. Nous vous souhaitons la même chose, beaucoup de courage et beaucoup de chance. Et puis merci à Seyni Amar de la rédaction de la Belle Radio et Télévision. Et merci à Aziz Adewale Tchandi de la rédaction de la Belle Radio et Télévision. Votre chaîne panafricaine internationale. Notre souhait, c'est que au Sénégal, la démocratie l'emporte pendant cette élection du 24 février. Nous y reviendrons dans un prochain numéro de Tribune du Mardi. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir.